Et puis là, c'est les établissements de santé, les hôpitaux, qui sont bâtis en zone inondable. Donc, vous voyez que le risque, il est naturel, certes, mais il est d'abord, ou presque d'abord, humain. Parce que si on ne construisait pas n'importe comment, si on ne faisait pas n'importe quoi, on ne serait pas dans cette situation. Autrement dit, vous avez vu que les risques et les crises sont des limites au développement durable. L'aléa est important, il faut le connaître. Il risque même d'être plus important dans le futur avec le changement climatique. Mais la vulnérabilité, la manière dont on habite les territoires, la manière dont on construit la ville, organisée ou pas organisée, la manière dont on gère les littoraux, c'est ça qui est fondamental pour comprendre la situation et le fait qu'on est très loin, sous ce seul angle des risques, du développement durable. Alors, gérer le risque pour un développement durable, comment le fait-on? Je vais très très rapidement évoquer l'exemple français et vous en montrer les limites. Là, on passe au local. Le local, c'est l'échelle pertinente, c'est le local pour gérer le risque. Et on va voir que c'est le département ou la commune. Ça passe par la connaissance du risque, l'information aux populations, l'information aux acteurs économiques. Ça passe par la protection, la prévision, la prévention et l'éducation. Très rapidement, je rappelle que la France, sous l'impulsion de l'Union européenne, a décliné toute une série de lois, certaines plus anciennes que l'Union européenne, d'autres directement en relation avec celle-ci, je pense à Seveso notamment, aux risques industriels. Mais donc on a un beau système juridique, et d'ailleurs en la matière il faut travailler avec les juristes, c'est extrêmement important. L'information, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'information, c'est des données de terrain, et là le géographe a toute sa dimension, aller sur le terrain, faire de l'histoire du risque, et créer des atlas. C'est connaître, alors là vous voyez on a la crue de la Seine de 1910 avec le zouave de l'Alma qui servait de modèle, et l'histoire, les travaux historiques nous indiquent ces différentes très grosses crues de la Seine. On remonte à 1658, 1740, 1910, mais il faut faire de l'histoire pour ça. Et à partir de là, on va pouvoir établir des repères de crues qui sont obligatoires par la loi pour rappeler aux gens qu'à tel moment, ils avaient de l'eau au-dessus, ils auraient pu avoir de l'eau au-dessus de la tête. Mais bon, je ne sais pas si c'est très efficace, en tout cas c'est obligatoire. Troisième chose, c'est des atlas. Réalisation d'atlas des zones inondables, réalisation d'atlas des zones affectées par les mouvements de terrain. Et ces atlas, ils n'ont pas de valeur juridique, mais ils sont informatifs auprès des communes. Et les communes, les maires, ont ces atlas qui leur donnent un certain nombre d'informations. Pardon, oh là là. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors, les atlas des zones inondables, voilà. Autre élément, c'est faire connaître le risque. Et ça, c'est l'État qui en est en charge, mais qui le délègue au préfet des départements. Et donc, le préfet établit des cartes de risque par commune de son département. Alors voilà par exemple la carte des communes du Calvados, c'est la région de Caen, c'est au nord de la France, au nord-ouest, et vous avez les risques d'inondation en bleu, vous avez les risques de submersion marine sur le littoral, vous avez les risques technologiques en rouge, et chaque département a ceci, et c'est directement consultable sur Internet en principe. C'est public. Voilà le département du Val-de-Marne à l'est de Paris, la carte des communes inondables, les espaces inondables de la banlieue parisienne est. Une autre carte des dossiers départementaux des risques majeurs, c'est la carte des communes susceptibles de subir les incendies de forêt. Alors pourquoi on fait ces cartes? Pour faire connaître au public, pour faire connaître aux acteurs économiques et aussi pour alerter la population. Alors là-dedans, il y a dans ce document, il y a les indications, ce qu'il faut faire lors de la crise, pendant la crise, après la crise. Et puis, dernier niveau, le maire
de la commune c'est la plus petite unité administrative française, le maire a l'obligation de faire connaître le risque, c'est son devoir, sinon il peut être mis à l'examen, il peut être traîné devant les tribunaux, ça a existé il y a quelque temps, après Xintia, et donc il réalise un document qu'il doit apposer dans les lieux publics, notamment les campings, etc., et il doit prévoir aussi la gestion de crise. Et puis il y a le citoyen qui normalement est informé, mais quand il achète ou quand il loue un bien, la loi aujourd'hui impose que l'on vous indique s'il y a des risques ou non. Donc quand vous achetez, vous devez savoir s'il y a risque ou non. C'est la loi, sinon évidemment vous êtes passible de poursuite. Deuxième volet, la protection. Alors la protection, ce sont les digues et ce sont les barrages. Et c'est ce que les Français aiment, ils aiment beaucoup les digues. Pourquoi on ne construit pas de digues de plus en plus hautes? Eh bien parce que les digues en général, c'est protecteur pendant un temps, mais c'est fragile. Ça a un statut juridique extrêmement flou en France. Certaines digues sont privées, d'autres d'État. Et les digues, c'est généralement fait pour être soit submergées, soit défoncées. Et quand vous êtes installé derrière, il y a encore plus de dégâts. Donc les risques, c'est des facteurs de vulnérabilité. Ça peut servir dans un premier temps, mais attention. Les lacs de barrage, qui sont considérés comme des solutions, mais ça n'est qu'à demi, parce qu'ils n'ont pas été faits pour ça, ils sont faits pour alimenter Paris pendant l'été. Ils doivent être pleins quand les pluies qui risquent de donner des inondations arrivent. Donc ça n'est pas non plus la solution. Et puis il y a des éléments intéressants qui vont intéresser ici tout ce qui travaille dans le domaine agricole. C'est dans les bassins versants agricoles, tenter de réduire l'écoulement de l'eau dès la source par de la forêt, de l'herbe, des tout petits bassins de rétention, certaines bandes enherbées pour limiter la progression de l'eau. Donc, savoir gérer l'eau dès la source. J'ai vu qu'il y avait des posters de jeunes filles extrêmement brillantes et très sympathiques qui évoquaient cet aspect beaucoup plus savant avec des systèmes d'information géographique. Alors, on a là décliné tout ce que l'on peut faire dans les bassins versants pour gérer l'eau. Autre volet, la prévision. Alors ça, c'est évidemment lorsque l'événement va arriver. La prévision, c'est d'abord la veille. Il faut qu'il y ait une équipe de veille qui surveille pour savoir ce qui va se passer. Et ensuite, l'État, par le biais des préfets, va alerter le local, les populations locales, de ce qui va se passer. Alors voilà les cartes de vigilance météo et les cartes de vigilance crue. Vigilance météo en 3 couleurs, ou en 4 couleurs, pardon, qui indiquent le degré de risque, mais c'est fait par département et donc ça n'est pas très très fin et souvent les gens continuent à vaquer à leurs occupations, même quand on a une carte comme ça. Et après, on a 3 morts dans le Languedoc-Roussillon qui est particulièrement affecté par ces événements. Et puis la vigilance crue qui indique la montée des cours d'eau. Et on a aussi aujourd'hui un système d'alerte au tsunami, mais qui est valable pour la Méditerranée. Il concerne donc toutes les côtes du Maghreb méditerranéenne. Et là encore, donc, il y a un suivi qui est effectué. La prévention, le dernier volet, c'est l'aménagement du territoire. Et là, on est tout à fait dans le développement durable. Comment va-t-on aménager un territoire sujet au risque pour qu'il soit durable? Donc, toute action de prévention passe par une connaissance, bien sûr, des acteurs, des zones soumises au risque, et par une évaluation en termes de développement durable. Alors, la France fait des plans de prévention des risques naturels. Là, ce sont les plans donc, faits par commune, en bleu. Ce sont les communes qui sont exposées sans plan, et en vert, ce sont les plans. C'est déjà un peu vieux, mais ça avance doucement parce que ces plans sont contraignants, et donc la population et les élus freinent très fort pour ne pas les réaliser. Mais s'ils ne les réalisent pas, ils sont en faute, et ils peuvent être traînés devant les tribunaux.
Alors, l'étape du PPR, elle se fait en plusieurs fois. Ce qui est important à dire, c'est qu'elle implique le public, puisqu'on fait une enquête publique, et donc le public doit donner son avis sur ce futur plan. Alors voilà, vous avez vu les communes à risque du Val-de-Marne, et en bleu foncé, c'est l'espace où il faut faire des plans de prévention des risques dans les secteurs extrêmement dangereux. Voilà la carte d'un plan de prévention au risque. Vous avez 3 couleurs, ici, parfois plus. En tout cas, ce qui est rouge, c'est inconstructible. Ce qui est bleu, c'est constructible avec quelques réserves. Et quand on a d'autres couleurs, c'est souvent constructible, mais avec des réserves plus importantes. Je dis d'autres couleurs parce qu'on a réussi à détourner un peu la loi pour faire une variété de couleurs telles qu'on ne comprend plus rien à ces PPR. Hein. C'est quand même très embêtant. Seulement les maires sont couverts, ils en ont fait un, donc ils ne craignent pas d'être embêtés si survient la crise. Alors ces PPR, ils imposent des modes de construction. Et aujourd'hui, vous voyez, il faut construire sur pilotis quand on est dans une région de circulation de pluie, de crue lente. Il faut mettre tout l'équipement en hauteur et donc là on peut construire. Autrement dit, on donne l'autorisation de construire dans la zone inondable à la condition que vous ayez ce système-là, plus une ouverture par les toits pour pouvoir vous échapper si jamais la crue arrive très rapidement. Ces plans de prévention existent aussi pour les risques technologiques, et voilà une carte de PPRT, de risques technologiques, qui impose des limites à la construction. Alors, il y a d'autres réponses au risque, face au risque, pour faire du développement durable. Ces autres réponses, elles sont d'abord globales. Je n'en avais pas parlé tout à l'heure, mais je les évoque maintenant. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'ONU, on essaie de trouver des solutions pour limiter les risques liés au réchauffement climatique. C'est le protocole de Kyoto, le mécanisme de développement propre, c'est-à-dire les transferts vers le sud d'activités qui sont polluantes dans le nord et qu'on va traiter autrement dans le sud de façon moins polluante. On transférera de la technologie. Et puis il y a aussi la réduction des émissions liées au déboisement. Là, ça pose d'autres problèmes. C'est le financement des populations qui limitent le déboisement ou qui reboisent. Alors les limites, vous les connaissez, avec la COP 21 de Paris, c'est qu'on signe un jour, le lendemain on n'est plus d'accord, parce qu'il y a tellement de pression politique. Les pays producteurs de pétrole, ils n'ont pas tellement intérêt à ce qu'on mette en place des mesures très strictes non plus. Hein. Et donc c'est très mal reçu. C'est très mal reçu aussi le système de règles de protection de la forêt est très mal reçu parfois parce qu'en fait les populations elles-mêmes n'en tirent pas beaucoup d'effets. Ce sont plutôt les dirigeants qui en profitent. Alors aux échelles locales, il y a d'autres types de réponses que la politique stricte du risque. Gérer autrement les littoraux, privilégier une agriculture qui soit moins polluante, moins à risque, lutter contre le gaspillage des ressources, etc. Alors, dans les pays riches, dans les pays industrialisés, on a essayé de mettre en place des normes, des agendas 21, des réglementations. Ça marche plus ou moins, il y a quand même des efforts et des résultats. Regardez la politique climatique nationale française, qui est assez développée, qui est très compliquée. On fait des schémas régionaux de développement durable, d'aménagement, qui prennent en compte les risques. On fait des plans climat en ville, qui prennent en compte les risques. On étudie comment à la fois lutter contre le risque directement en réduisant la vulnérabilité des territoires, ou au contraire, ou en même temps en réduisant les rejets de gaz à effet de serre. Alors, ces projets d'aménagement, ils sont très nombreux, ils passent par l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme, etc. Et ça aboutit à ce qu'on appelle la gestion intégrée de l'eau, gestion intégrée des zones côtières. Voilà la gestion intégrée des zones côtières,
qui intègre les plans d'urbanisme, qui intègre les risques, bien sûr, qui intègre les possibles risques liés au changement climatique, mais qui implique de maintenir une économie locale. Alors, face au danger, quelles solutions? Plusieurs, soit mettre des digues, soit construire ce pilotis, soit partir. Et aujourd'hui, en France, on commence à réfléchir à déménager des constructions qui sont trop près du littoral. Donc c'est ce qu'on appelle le recul stratégique, et les juristes travaillent là-dessus, c'est extrêmement intéressant. Alors, tout ça pour montrer qu'il vaut mieux prévoir que subir la montée du niveau marin, c'est estimé en termes de coût par l'Union européenne. Alors voilà des littoraux qu'il faut absolument, pour lesquels il faut faire quelque chose, parce qu'ils sont en train d'être complètement mangés par la mer. Voilà encore ici des falaises qui s'écroulent. Donc là, le recul stratégique va être absolument indispensable. Autre solution, construire sur l'eau. Alors ça, c'est un peu du futurisme, mais ça existe. Regardez, aux Pays-Bas, on construit sur l'eau des maisons flottantes qui vont monter avec l'élévation du niveau de la mer. On fait aussi une gestion intégrée de l'eau dans les bassins versants, selon le même processus. Des agendas 21, voilà en Bretagne, les agendas 21 de Bretonne. Et on a aussi, à une échelle plus fine encore, quand ça s'y prête, des constructions qui sont adaptées au risque et adaptées au développement durable. Voilà des constructions antisismiques au Japon et à la Guadeloupe. D'autres ici, construites sur des systèmes qui vont bouger, mais qui ne rompront pas. Donc on voit bien qu'à toutes les échelles, la résilience est possible, hein, pour employer ce terme un peu savant, c'est-à-dire le retour à un mode de gestion intégrant les risques, un mode de gestion intégrant les risques qui n'est pas facile à définir, n'est pas facile à conduire. C'est possible, mais il faut travailler à tous les niveaux, depuis l'agriculture, j'ai évoqué l'urbanisme, j'ai évoqué la gestion des risques proprement dite, la gestion des littoraux, la gestion de l'eau, et on voit bien que cette résilience, elle est complexe. Alors je termine simplement en une minute pour vous dire qu'en dépit de toute cette politique, de toute cette réflexion et de tous ces travaux, en France encore, on a beaucoup de mal à mettre en place cette politique. Parce qu'il y a des réticences très fortes de la part des acteurs locaux, parce que quand vous déclarez en rouge des secteurs, le terrain perd de sa valeur. Vous croyez avoir une grosse fortune, vous ne l'avez plus. Donc ça c'est la région de Nice, qui est parfaite, qui peut subir d'énormes inondations et des séismes importants. Et donc toute cette vallée qui est à l'ouest, elle était très peu construite, la vallée du Var, en raison des risques d'inondation extrêmement forts. Vous voyez, le Var, au cours du temps, il a été canalisé. C'est un torrent extrêmement rapide, extrêmement dangereux. Il a quand même eu comme débit 3500 m3 en 1994. Son débit en période creuse, c'est 10 m3. 3000 m3, c'est pas rien. Donc, c'est un aléa important. Mais la vallée est très attractive, parce qu'elle est proche de Nice, et le maire de Nice veut en faire une sorte de tableau international. Il y a l'aéroport, on va faire des quartiers d'affaires, etc. Alors, on a commencé à faire des plans de prévention des risques. Tout était rouge dans ces plans de prévention des risques, donc on ne pouvait pas construire. Eh bien, on a trouvé un système, on a déclaré qu'on avait là une éco-vallée. On ne sait pas ce que c'est, mais bon, c'est une éco-vallée. Donc, ça renvoie au développement durable. On a trouvé un système qui s'appelle un système de PAPI, Plan d'action et de prévention des inondations. On a rehaussé un petit peu les digues et on a dit c'est constructible. Et voilà les quartiers qu'on va faire. Vous voyez, le Var est juste au fond. Tout ça, ce sera fortement inondé en cas de crue. Et voilà le PPR qui était rouge et qui est devenu bleu. Alors vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire, y compris dans des régions où l'on a avancé quand même sur la réflexion sur la relation entre risque et développement durable. Et vous avez compris que le développement durable passe par la prise en compte de
toutes les manifestations des sociétés sur les territoires, notamment la prise en compte des risques naturels et technologiques, mais il faut évidemment former les populations à une telle pratique, parce que ce sont des pratiques parfois contraignantes. Merci. Merci, cher professeur Madame Duberpéré, pour cette conférence très enrichissante qui traite le sujet des risques et du développement durable. Il a donné des définitions du développement durable. Il a évoqué des problèmes de la définition de développement durable parce que c'est très ancien. Et il a montré les composantes du développement durable, qui est l'environnement, l'économie et le social. Il a parlé aussi de la relation entre risque et développement durable, ce qui est notre sujet aujourd'hui, parce que s'il n'y avait pas de risque, il n'y aura pas de développement durable. Et en plus, il a donné une histoire du risque et du développement durable qui a commencé dans les années des Lumières. Il a parlé aussi du courant à l'origine du développement durable. Il y avait plusieurs courants économiques, écologiques, etc. Et le courant américain qu'il a évoqué. En plus, il a parlé des étapes conduisant au développement durable depuis 1972, depuis le sommet de Rio. Alors, qui a évoqué, ils ont traité ou bien évoqué les thèmes majeurs de la forêt, la désertification, l'eau, le changement climatique, etc. Il a parlé aussi des risques qui sont totalement présents dans le développement durable. Et les catastrophes aussi sont des freins de développement durable. Il y a des dégâts, il a parlé de dégâts différés, des dégâts directs, etc. etc. En plus, il a comparé entre les pays pauvres et les pays riches, c'est-à-dire soit le PIB, soit les catastrophes, c'est-à-dire les dégâts matériels et les dégâts humains. Alors dans les pays pauvres, il y a plus de dégâts, mais ces catastrophes n'est pas une personne, soit pays riche, soit pays pauvre. Il a parlé aussi de l'ALIA, il a donné la définition de l'ALIA et de la vulnérabilité. Et enfin, il a parlé de la prévention qui se fait par un meilleur aménagement du territoire. Et en plus, il nous a amené, ce qui nous amène plutôt à la gestion intégrée des risques. Et là, on peut parler de la résilience, et il a donné des illustrations avec des photos, soit en France, soit dans les pays où il a travaillé beaucoup. Et enfin, il a conclu par le fait que le développement durable, qui est le résultat du risque naturel, et le reste, je vais le laisser pour les discussions. Mais la discussion, on ne va pas le commencer maintenant, on va le faire après la conférence de M. Habib Oglo, qui va se présenter maintenant pour sa conférence. M. Habib Oglo. Avant de continuer, là, je comme des étudiants, des doctorants qui ont les posters là, ils vont les reprendre et les mettre. C'est Moussaïd, finalement Moussaïd. Moussaïd. اللي يديروهم حدا بن خلدون صحاب لي بوستر يحيدوهم تما يديروهم حدا بن خلدون سوا ميتنون سوا ابري من نبداو اونتر ميدي اي 2 داكور صحاب لي بوستر. En plus, les professeurs, il y a des intervenants avec des communications orales qui n'ont pas envoyé encore le texte intégral,
Et ils ont le texte intégral ici sur eux. Ils peuvent le donner à M. Nijari pour le copier. Sinon, vous avez 15 à 20 jours ou bien un mois au maximum pour les envoyer pour une publication. Merci. السلام عليكم. الآن المحاضرة الثانية للبروفيسور حبيب محمد أوغلو. فالبروفيسور حبيب محمد أوغلو من مواليد مدينة غزة في فلسطين، والتي أتم فيها دراسته الجامعية، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جمهورية مصر العربية. ثم أتم دراسة الماجستير والدكتوراه في مجال الهندسة البيئية من جامعة الشرق الأوسط التكنولوجيا في أنقرة بتركيا. البروفيسور حبيب محمد أوغلو بدأ عمله كمدرس وباحث أكاديمي في جامعة أنطاليا بتركيا سنة 1996 حتى الآن. البروفيسور محمد حبيب أوغلو متخصص في مجال هندسة المياه، وأتم الكثير من المشاريع الدولية في هذا المجال. البروفيسور حبيب محمد أوغلو قام بنشر أكثر من 100 مقالة في المجلات والمؤتمرات العلمية. بروفيسور حبيب محمد أوغلو قام بزيارات عديدة للمملكة المغربية، وأتم مشروع لحماية المياه الجوفية بنجاح مع جامعة الملك إسماعيل مكناس بدعم من توبتايك في تركيا وفي المغرب. وأخيرا أترك الكلمة للبروفيسور حبيب محمد أوغلو ليقدم لنا محاضرة بعنوان التدوير المستدام للمياه في ظل التغيرات المناخية الكبرى. فليتفضل البروفيسور مشكورا. شكرا لكم. نعم، هذه ليست المرة الأولى، هي المرة الخامسة التي أقوم فيها بزيارة المغرب، وفي كل مرة أحب المغرب أكثر فأكثر، وأشعر أنني في بلدي وبين أهلي. أود في البداية أن أشكر المنظمين هذا العرس الأكاديمي، وأن أشكرهم أيضا لدعوتي إلى هنا لأكون معكم. وأود أيضا أن أهنئكم بقدوم عيد المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير. طبيعي أنا قدمت من مدينة أنطاليا في جنوب تركيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث أقيم هناك وأعمل هناك كما ذكر. ومدينة أنطاليا هي مدينة سياحية، وهذا يعني أيضا أن هناك يحتاج كثير للمياه، وأدعوكم لزيارتها، حيث توجد كل يوم رحلتين بين الخطوط الجوية التركية والخطوط الملكية المغربية، رحلة واحدة في الصباح وأخرى بعد الظهر في كل يوم. في مواضيع عرضنا سنبدأ بالمقدمة، ثم بالتغيرات المناخية، وبعدها بتأثيرات التغيرات المناخية على المياه، ثم إدارة مصادر المياه، وأخيرا بالاستنتاجات. كمقدمة، الكرة الأرضية فيها الكثير من المياه تبدو زرقاء، ولكن معظم هذه المياه هي مياه مالحة. المحيطات تشكل من نسبة المياه 97%، والمياه العذبة فقط 3%، ومعظمها هذا 3% معظمه هي مياه الثلج القطبي والجليد 70%، وفقط 30% من هذه المياه العذبة هي المياه الجوفية ومياه الأنهار والبحيرات العذبة. إذا رأينا إلى وفرة المياه العذبة في العالم، فهناك بعض الدول الغنية بالمياه، ولكن توجد دول فقيرة في المياه كما ترون في هذا اللون. دول فقيرة تعرف إذا كان نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب في السنة. فكما ترون أن منطقة شمال أفريقيا وبالذات دولة المغرب هنا من الدول الفقيرة، بل الفقيرة جدا في المياه حاليا. فحسب تقديرات وفرة المياه بالنسبة للسكان سنة 2012 نرى أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو فقير جدا بالمياه، لأن نصيب الفرد هو حاليا أو سنة 2012 فقط 500 متر مكعب لكل فرد في السنة، بينما دول أخرى مثل أمريكا اللاتينية تنعم ب 7200 أو أكثر في شمال أمريكا والمكسيك. طبيعي إذا وجدنا بالنسبة لتوزيع فائض الطلب على المياه في دول العالم، أي بين ما هو متوفر من المياه وما هو محتاج من المياه، فنجد أيضا أن منطقتنا منطقة الشرق الأوسط
البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا هنا هي من الدول التي عليها ضرر كبير على المياه وتوجد هناك فائض في الطرف. إذا وجدنا أيضا توزيع وفرة المياه السنوية كما ذكرت، فأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي حاليا من الدول الفقيرة جدا بالنسبة للمياه، وإن كانت سنة 1960 هي نصيبها حوالي 4000 متر مكعب للفرد في السنة، ولكن مع السنوات يتوقع أيضا أن تقل هذه النسبة مما هي عليه الآن، وهي ستصبح أقل من 500 متر مكعب للفرد في السنة. عالميا أيضا هي تقل بسبب الاحتياجات الأكثر للمياه، نمو السكان والنمو الاقتصادي، وبسبب قلة المصادر المائية بسبب التغير المناخي والتلوث وما غير ذلك. طبيعي البداية تبدأ كما تعلمون من دورة حياة المياه. الأمطار تمطر وبعد ذلك تتكون هنا، تنزل إلى المياه الجوفية تغذيها، ومنها ما يأتي إلى المياه الجارية للمياه السطحية. فإذا قلت هذه نسبة الأمطار كما هو يحصل الآن، أو إذا رأينا أن هناك ارتفاع في درجة الحرارة وإذا زاد التبخر هنا، فتختل الميزانية وتصبح المياه الجوفية أقل والمياه السطحية أيضا أقل. توزيع المياه كما ترون هنا في تركيا، في بعض المناطق عند البحر الأسود يبلغ حوالي في السنة مياه الأمطار 2500 ملم، ولكن في وسط تركيا هنا في أنقرة، كونيا، أفيون هي العشر هذا المقدار. وأيضا هنا في المغرب في بعض مناطق طبيعية حوالي 1000 ملم في السنة، ولكن في بعض مناطق أقل من العشر، في مناطق الجنوب والمناطق الصحراوية أقل من 100 ملم في السنة، وهذا يخلق مشكلة أخرى في عملية توزيع مياه الأمطار. إذا ذهبنا إلى التغيرات المناخية، فالكل يتفق أن هناك تغير في المناخ، وهذا التغير بأسباب طبيعية، هي تغير في الإشعاعات الشمسية، الانبعاثات الشمسية، ثوران البراكين، أو من انعكاس حرارة الشمس من الأرض. ولكن هناك أسباب أخرى غير طبيعية بفعل الإنسان، مثل انبعاثات الغازات الحرارية التي تحدث الحرارة وتسمى بالجرين هاوسز، وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون. طبيعي سيؤدي إلى زيادة درجة الحرارة بتوقعات مختلفة ما بين حوالي 2 درجة مئوية إلى 6 درجة مئوية في سنة 2100 مقارنة مع سنة 1990. طبيعي ترون بسبب الثورة الصناعية والمصانع هناك الكثير من المنتجات الملوثات على رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون. الدول الصناعية تلوث في أمريكا وفي أوروبا ونحن الضحية. هنا التغيرات المناخية تحصل هنا، يعتبر منطقة شمال أفريقيا وبالذات المغرب من أقل الدول تلوثا للبيئة وللهواء. إذا رأينا بسبب الثورة الصناعية نرى أن غاز ثاني أكسيد الكربون قد زاد تركيزه في الهواء بكمية كبيرة بسبب الثورة الصناعية، وما زال يزيد ولكن بمعدل أقل. ونرى أن هناك ارتفاع في درجة الحرارة خلال السنوات الماضية حسب ما تم تعقيد درجة الحرارة بحوالي بمعدل إذا نظرنا إلى سنة 1088 إلى الآن حوالي 1.25% درجة مئوية. فهناك بتتبع درجة الحرارة هناك ارتفاع في درجة الحرارة. وأيضا مستوى سطح البحر كما رأيتم وآثاره، هناك أيضا ارتفاع في مستوى سطح البحر حسب القياسات السابقة، وتوجد محطات عديدة لقياس مستوى سطح البحر في دول العالم، وتم رصد ارتفاعات مختلفة لمستوى سطح البحر، ورأينا وسنرى أيضا الآن تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على العالم وعلى دول كثيرة كما ذكر مثل بنغلاديش، ولكن في الفلبين وأيضا شمال أفريقيا مثل مصر وتونس وأيضا دول شمال أفريقيا الأخرى. توقع ارتفاع منسوب مياه البحر على حسابات وتوقعات مختلفة. سنة 2100 ما بين 30 سنتيم إلى حوالي 1 متر سنة 2100 حسب توقعات وحسابات مختلفة. ونرى أيضا أن هناك دراسات جديدة في مجلات علمية تثبت أن
هناك مياه الأمطار كما نرى هذه الأيام الجفاف. أن في شمال إفريقيا معدل هطول الأمطار سيقل، وكما لاحظنا خلال السنوات ال20 الماضية أن كل 3 سنوات تحصل سنة جفاف وما شابه. توقع مناطق الجفاف أيضا في السنوات القادمة ما بين سنة 2030 إلى 2039 نرى أن هناك بعض مناطق ستشهد جفافا. هذه المناطق وبالذات منطقة شمال أفريقيا وبالذات المغرب والمغرب العربي. مناطق أيضا معرضة للفيضانات كما سمعنا قبل قليل. المناطق الساحلية معرضة لفيضانات مختلفة أيضا بسبب التغيرات المناخية، وبالذات في المناطق الساحلية والمناطق القريبة من ضفاف الأنهار. وبالذات المناطق الساحلية في كل دول العالم هي مناطق مكدسة بالسكان وأيضا بالمنشآت الاقتصادية، فسيؤدي هذه الفيضانات كما سمعنا في المحاضرة الأولى إلى تدمير هذه وخسارات كبيرة أيضا. في مناطق الحرجة للتغيرات المناخية تم رصدها، وبالذات منطقة هنا كما ترون شمال أفريقيا ومنطقة المغرب العربي هي المناطق الحرجة للتغيرات المناخية. أيضا في تركيا حتى لاحظنا أن هناك ارتفاع في درجة الحرارة عندما راقبنا درجة الحرارة بين سنة 1941 إلى 2007، وأيضا لاحظنا أن هناك نقص في معدل الأمطار حوالي 29 ملم ما بين سنة 1941 لغاية 2007 بمعدل بالنسبة للأمطار 29 ملم كل 100 سنة. وتشهد مناطق عديدة من منطقة البحر الأبيض المتوسط أيضا منطقة جفاف في فرنسا وأسبانيا وأيضا في تركيا. تأثير التغيرات المناخية، هناك تأثيرات عديدة بالنسبة للمناخ تؤثر على كل شيء من الزراعة، الغابات، الثروة السمكية، التنوع الحيوي، التربة، السياحة، مصادر المياه، المناطق الساحلية، وأيضا على الصحة العامة والطاقة والبنية التحتية. من الصعب أيضا أن نبحث كل هذه التأثيرات. كما نرى هناك مناطق الجفاف وحرائق الغابات